Cette vidéo présente le support commenté de la conférence que j'ai donnée à Talence le 29 mai 2018. Le titre: Le capitalisme et son environnement, adaptation ou façonnage. Plan de l'intervention. 5 points. Premier point, définition et évolution du capitalisme. Deuxième point, hypothèse de travail. Troisième point, objet de la conférence. Quatrième point, le mythe du développement dans les pays du Sud. Cinquième point, le système fordiste au nord et les 30 glorieuses. Tout d'abord, il convient de définir le capitalisme. Le capitalisme est un système économique, social et politique dont la loi fondamentale est la recherche du profit dans une logique d'accumulation du capital. Il comprend aussi la propriété privée ou étatique des moyens de production et d'échange. La gestion des dits moyens s'opère au bénéfice des propriétaires ou des agents du système. Les actifs, eux, vendent leur force de travail. Le capitalisme suppose généralement une économie de marché où les biens et services sont échangés à des prix influencés par l'offre et par la demande. Quelle a été l'évolution récente du capitalisme? Eh bien, au 19e et au début du 20e siècle, nous avons eu le capitalisme libéral. Il reposait sur la création d'un marché du travail, sur la généralisation de la concurrence dans l'économie marchande, sur des institutions monétaires axées sur la stabilité et sur des interventions publiques limitées avec des budgets publics et sociaux faibles. La crise des années 1930 a marqué l'apparition du capitalisme régulé, disons à partir du début des années 1940 jusque vers les années 1970. Ce capitalisme régulé se caractérisait par un régime fordiste avec production et consommation de masse et un compromis social dit favorable aux salariés, le développement de l'État-providence et des interventions publiques fortes de l'État-nation. La crise des années 70 a marqué la naissance du capitalisme néolibéral, depuis, disons, le début des années 80. Il a émergé à la suite de la crise des années 1970, qui était une crise de rentabilité et une crise d'autorité, reflétant l'épuisement du régime fordiste. Les gouvernements, dans la foulée de la révolution néoconservatrice anglo-saxonne, marquée par les élections de Donald Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, ont libéralisé l'économie, c'est-à-dire à travers la déréglementation, les privatisations et l'ouverture sur l'extérieur. Cela a engendré l'accélération de la mondialisation et de la financiarisation, ainsi que le reflux de la capacité des États à maîtriser l'économie. Quelle est mon hypothèse? Eh bien, la très grande majorité des économistes considèrent que le capitalisme s'adapte pleinement aux variations parfois erratiques de son environnement. Ainsi, le système s'ajusterait aux chocs, tant internes qu'externes, dans une stratégie essentiellement défensive. Au contraire, j'affirme que, pour atteindre son objectif d'exploitation maximale à moindre coût, le système capitaliste déploie une stratégie offensive de façonnage de son environnement. Il impose un ajustement structurel permanent à la société dans son ensemble. Grâce à l'avancement de l'ajustement structurel qu'il impose, le système maîtrise un nombre de plus en plus important de paramètres. Mais
des réactions, des événements inattendus peuvent se produire et menacer le déploiement de la stratégie d'exploitation. Dans ce contexte, la trajectoire capitaliste s'adapte généralement par un infléchissement défensif temporaire, tout en conservant évidemment le même objectif. Quel est l'objet de la conférence? Eh bien, la conférence porte sur l'évolution du capitalisme depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Elle s'intéresse à l'articulation entre les étapes concomitantes du Fordisme au nord et du nationalisme clientéliste au sud et la phase néolibérale actuelle. Toujours objet de la conférence, donc nous avons au départ le capitalisme régulé, caractérisé au nord par le Fordisme et ce qu'on a appelé particulièrement en France les 30 glorieuses. Au sud, eh bien, c'est le nationalisme clientéliste, développementaliste. C'est le développement qui est la priorité. Eh bien, ce capitalisme régulé va engendrer une modification des structures sociétales permettant le passage à l'étape suivante du néolibéralisme. La crise des années 1970, crise du profit, nous l'avons vu, les chocs pétroliers, la crise de la dette, va constituer une opportunité pour imposer le néolibéralisme. Donc, nous arrivons au capitalisme néolibéral qui va se caractériser au nord par la désinflation compétitive et un ajustement structurel néolibéral. Au sud, bien, ce sont les programmes d'ajustement structurel néolibéraux imposés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Du sud au nord. Donc, nous débuterons l'étude du processus de façonnage de l'environnement par le système capitaliste dans les pays du Sud, particulièrement en Afrique, car les tendances s'y trouvent exacerbées, permettant une plus grande visibilité des dynamiques en jeu. Les dynamiques mises à jour seront ensuite observées dans les pays du Nord. Alors, tout d'abord, nous allons parler du mythe du développement au Sud. À partir des années 1950, les économistes, essentiellement structuralistes, se sont intéressés au développement du tiers-monde. Pour la majorité d'entre eux, le sous-développement était dû à des causes internes. La société traditionnelle était le frein principal au processus de développement. Les caractéristiques sociologiques des pays du tiers-monde permettraient de justifier le sous-développement. La société sous-développée serait une société traditionnelle caractérisée par un comportement anti-économique des populations qui se traduirait par la stagnation. L'idée de base est présentée de façon caricaturale par Jagdish Bhagwati, et je le cite, « Les régions sous-développées sont peuplées par une espèce qui appartient certes à l'Homo sapiens, mais qui ne possède aucune des qualités propres à l'Homo economicus. » Rostow, de la même manière, dont on connaît l'ouvrage principal, Les étapes de la croissance économique, eh bien, Rostow et la consommation de masse. Pour Rostow, le développement serait un phénomène inéluctable. Certains pays ayant simplement débuté le processus avant d'autres, tout ne serait qu'une question de temps pour régler le problème. Selon Rostow, les sociétés parcourent au cours de leur développement
5 différentes étapes: la société traditionnelle, dont nous avons parlé tout à l'heure, les conditions préalables au décollage, le progrès vers la maturité et l'ère de la consommation de masse, qui constitue en quelque sorte le nirvana. Selon lui, le développement implique une évolution structurelle vers la modernité capitaliste. En fait, l'ajustement structurel engendré par le développement, ce développement capitaliste impliquait la mort de la société traditionnelle, qui par son totalitarisme ne laissait pas de place à l'initiative en vue d'investissements productifs, notamment en raison de l'existence de règles et de normes liées à l'appartenance communautaire, créant des droits et des contraintes portant sur les ressources et le temps de chaque membre de la communauté, le tout assorti de sanctions. Donc il fallait remodeler la société pour la développer. Donc cela impliquait la création de l'homo economicus, mu par la recherche du maximum d'utilité, que ce soit le profit pour les producteurs ou maximiser le revenu pour et également les consommateurs. Mise en place également d'un appareil politique, social et institutionnel axé vers le développement. Là, je cite Rostow, « La phase du décollage est accompagnée d'une victoire politique, sociale et culturelle décisive des futurs responsables de la modernisation de l'économie sur les partisans de la société traditionnelle ou ceux qui poursuivaient d'autres buts. » Cette mutation vers le capitalisme se fait sur la base de la nation. Par exemple. Pourquoi? Parce que l'allégeance nationale doit remplacer les liens ethniques, communautaires et de la famille élargie, liens préexistants. Le régime nationaliste clientéliste prévaut, en fait, pour assurer le façonnage sociétal et faciliter l'intégration au système capitaliste. Qu'est-ce que le nationalisme clientéliste, ce nationalisme clientéliste qui est en fait un sorceleur, ce nationalisme clientéliste, eh bien, il va se baser sur un accroissement du volume de la rente, que ce soit la rente agricole, bon, café, cacao, rente minière, hydrocarbures. Il va aussi comprendre l'industrialisation par substitution des importations. Il va comprendre également l'investissement dans les infrastructures et le volet clientéliste, c'est-à-dire la redistribution clientéliste d'une partie de la rente. En clair, il s'agissait de donner un avant-goût ensorceleur du fordisme aux populations du Sud pour les convaincre d'adhérer au système. Donc, le but était en fait l'intégration au système capitaliste. Donc, on peut dire que l'industrialisation sur une base nationale dans le cadre de marchés étroits était en fait un leurre. Mais cette industrialisation absorbait les exportations du Nord, qui étaient en crise. Ensuite, l'augmentation des exportations de produits bruts renforçait la dépendance externe, dépendance des marchés donc externes. La redistribution des fruits de la croissance a été trop rapide. Il est évident que les populations du Sud, la plupart du temps arrivant à l'indépendance, avaient des ambitions d'augmentation des revenus rapide. Il fallait que la situation post-indépendante soit meilleure que
la situation pendant la colonisation. L'effort de développement important, nécessitant des moyens financiers énormes, eh bien, le recours à l'emprunt a été croissant. En fait, ce recours à l'emprunt a été facilité par le crédit facile, c'est le cas de le dire. Le pseudo-fordisme du nationalisme clientéliste s'est gavé de crédit. En fait, ce développement s'est opéré à crédit. Les banques internationales, principalement états-uniennes, ont accordé des prêts à des conditions très favorables sans tenir compte de la solvabilité des emprunteurs. Et notamment, ces banques-là devaient recycler les pétrodollars des pays producteurs de pétrole après le premier choc pétrolier. Et même pour les banques états-uniennes, les prêts devaient constituer un nouveau plan Marshall bancaire pour le Sud. Le crédit facile a engendré l'envolée de la dette extérieure. Cette dette extérieure des pays du Sud a été multipliée par 14 entre 1970 et 1982. Concernant la structure de cette dette, 3/4 de la dette à long terme et 1/4 de dette à court terme. De plus, et élément important, 41% de l'endettement à long terme était à taux variable en 1980. Et le service de la dette sur les exportations représentait 21% également en 1980. À la fin des années 1970, le contexte devient favorable pour le système. En effet, en 1979 se produit le deuxième choc pétrolier dans un contexte marqué par la fuite du Shah d'Iran et la guerre Iran-Irak. Le prix du pétrole est multiplié par 2,7 entre la mi-1978 et 1980. Cette crise apparaît opportune pour une reprise en main des pays du Sud. Alors, c'est là qu'on va assister au coup de Jarnac de Paul Volcker. Paul Volcker, un protégé de Rockefeller et de la Chase Manhattan Bank, propriété de David Rockefeller, président de la Fed, déclenche en octobre 1979 la crise de la dette en augmentant fortement les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Voici Paul Volcker, qui est né le 5 septembre 1927 à Cape May, dans le New Jersey. Il a été directeur de la Réserve fédérale des États-Unis de 1979 à 1987. Et sur la période 1957-1962, il était économiste financier à la Chase Manhattan Bank. Voilà un graphique qui vous présente la volée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les taux d'intérêt, voyez, qui se sont envolés entre 20 et 22% dans les années entre 1981 et 82. Voilà, donc voilà un peu cette envolée des taux d'intérêt. Quelles étaient les raisons de cette soudaine augmentation des taux d'intérêt? Eh bien, le prétexte invoqué était la lutte contre l'inflation. Ah, tout d'un coup, l'inflation est devenue la pandémie internationale. En réalité, il s'agissait surtout de sauver le dollar et les banques de Wall Street. Il s'agissait aussi d'amorcer une nouvelle phase d'ajustement structurel pour imposer les politiques néolibérales dans un contexte jugé favorable.
C'est ainsi que va éclater la crise de la dette au Mexique. Eh bien, cette crise éclate au Mexique en août 1982, avant de se répandre dans la quasi-totalité des pays du Sud. Pour le Mexique, les causes sont claires. L'augmentation des taux d'intérêt décidés à Washington, la chute des revenus pétroliers et le surendettement colossal sont les causes structurelles. Le surendettement est le résultat du choix des dirigeants mexicains qui ont été encouragés à endetter leur pays par les banquiers privés ainsi que par la Banque mondiale. Eh bien, cette crise a été déclenchée délibérément par les banques. L'analyse de l'enchaînement des faits montre que ce sont les banques privées des pays industrialisés qui ont provoqué la crise en réduisant de manière drastique les prêts octroyés au Mexique en 1982, car le Trésor public mexicain avait utilisé presque toutes les devises disponibles pour payer la dette. Voyant que le Mexique était confronté à l'effet combiné de la hausse des taux d'intérêt dont elle profitait et à la baisse de ses revenus pétroliers, les banques ont préféré prendre les devants et se retirer. Les rats ont quitté le navire. Fait aggravant, les banquiers étrangers ont été complices des élites mexicaines qui transféraient frénétiquement des capitaux à l'extérieur pour les placer en sécurité. Après avoir précipité la crise, les banquiers privés en ont ensuite profité. Ils laissent évidemment à d'autres le soin de payer les pots cassés. La socialisation des coûts. Pour le Mexique, comme pour les autres pays, une forte augmentation des prêts précède leur forte réduction qui déclenche la crise. Ainsi, on ouvre le robinet à fond et tout d'un coup, on ferme le robinet. Alors que les banquiers privés réduisent leurs prêts, le Fonds monétaire international, la Banque et les États du Nord prêtent au Mexique afin qu'il rembourse les banquiers privés et qu'il applique le programme d'ajustement structurel néolibéral. Ainsi, à partir de 1982, le peuple mexicain se saigne aux 80 au bénéfice des différents créanciers. En effet, le FMI et la Banque mondiale sauront se faire rembourser jusqu'au dernier centime ce qu'ils ont prêté au Mexique pour payer les banquiers privés. La crise de la dette va permettre d'imposer l'ajustement structurel néolibéral. Pour bénéficier de l'aide financière du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et des pays du Nord, le Mexique, comme les autres pays surendettés, doivent mettre en œuvre des programmes d'ajustement structurel, des PAS néolibéraux. Quels sont les trois piliers des programmes d'ajustement structurel? La libéralisation du commerce extérieur, le rétablissement de l'équilibre budgétaire et la soumission à la discipline du marché. En fait, des réformes qui ont bouleversé l'architecture et les modes de fonctionnement des économies et organisé un pillage plus intense des ressources. Alors, cette crise est-elle fortuite ou provoquée? En fait, la dynamique du capitalisme à la recherche du profit maximal nous suggère que la phase du nationalisme clientéliste a été vraiment opportune pour changer la structure de la société et pour préparer la phase néolibérale, synonyme d'exploitation accrue. Les stratégies déployées par les différents agents du système capitaliste conduisent à penser que la trajectoire était prédéfinie, elle était prédéterminée. Au nord, eh bien, parlons un petit peu du Fordisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, s'ouvre au nord une période faste, un âge d'or pour les salariés. Cette période, qui correspond au régime fordiste, a été nommée en France les 30 Glorieuses par Jean Forastier. L'application du programme du Conseil national de la résistance a, pour une large part, déterminé la période des 30 Glorieuses,
caractérisé par le système fordiste de la production et de la consommation de masse, et le libéralisme régulé d'inspiration keynésienne et évidemment la construction de l'État-providence. Quelques mots sur les 30 Glorieuses. 30 Glorieuses, un ouvrage de Jean Fourastier, donc intitulé Les 30 Glorieuses ou la Révolution invisible de 1946 à 1975. Jean Fourastier est favorable à la modernisation de la France, considérée alors comme une société bloquée, engluée dans ses archaïsmes. La France rurale et vieillissante doit devenir urbaine, rajeunie et industrialisée. Pour lui, les 30 Glorieuses ont été une révolution menée de façon consensuelle par des technocrates. Alors, les 30 Glorieuses aussi ont-elles été une étape préparatoire? Quelle est mon hypothèse? Eh bien, mon hypothèse est la suivante. Les 30 Glorieuses ont été une étape nécessaire pour préparer le passage à l'étape suivante du néolibéralisme. Les 30 Glorieuses ont permis un ajustement des structures de la société, propice au passage à la phase néolibérale sans remise en cause majeure. Les 30 Glorieuses. Eh bien, l'application du programme du Conseil national de la résistance a, pour une large part, déterminé la période des 30 Glorieuses, caractérisée par, nous l'avons déjà vu, mais il est bon de le répéter, le système fordiste de la production et de la consommation de masse, le libéralisme régulé d'inspiration keynésienne et la construction de l'État-providence. Au début, eh bien, se trouve le plan Marshall. Le plan Marshall n'est pas le fruit d'un noble idéal conçu pour relever l'Europe tout entière de la misère de la guerre. Généreux dessein entravé par les vilains soviets écrasant leurs blocs sous leurs talons de fer. Ceci est un mythe. Le plan Marshall assure en fait la pénétration de l'impérialisme états-unien sur ses partenaires européens affaiblis. Une petite référence à Michel Clouscar, dont l'ouvrage Le capitalisme de la séduction me paraît extrêmement important. Michel Clouscar est né en 1928 dans une famille paysanne très modeste du Tarn. Après des études de philosophie, il devient professeur de sociologie à l'université de Poitiers de 1975 à 1990. Dès le début des années 1970, Michel Clouscar développe une critique du capitalisme libéral-libertel et de la social-démocratie. Pour lui, la phase des 30 Glorieuses est l'expression du capitalisme de la séduction. Michel Clouscar considère plutôt le plan Marshall comme le point de départ de l'aliénation à la nouvelle société capitaliste. Qui dit aliénation dit conditionnement. Michel Clouscar parle d'initiation puis de dressage. Il constate que le système capitaliste s'est employé à préserver chez l'adulte la fonction de consommation inhérente à l'enfant en bas âge, la sensation de plaisir. Il s'agit ainsi de maintenir le principe de plaisir au détriment du principe de réalité, de par une éducation plus ludique et plus émancipée, jusqu'à rendre le désir de consommer aussi puissant qu'un besoin. Le discours de la séduction repose sur la destruction de l'être par le paraître, de la vérité par sa représentation, de l'intelligence par le conditionnement, renforçant l'exploitation et l'aliénation déjà existantes dans le capitalisme. Elle détruit la conscience même des classes laborieuses. En fait, les 30 Glorieuses, à travers ce capitalisme de la séduction, ont permis un ajustement structurel sociétal. La pénétration du modèle américain
fut le début de la mort de la vieille société traditionnelle française. Paysannes comme ouvrières, les classes laborieuses mettaient en application des valeurs d'économie et de rigueur, base d'une forte conscience communautaire, l'alliance d'une éthique de la nécessité et d'une morale de l'économie. Mais l'ouverture au modèle économique et culturel américain allait submerger cette société avec la complicité de notre bourgeoisie nationale. Michel Clouscar n'idéalise pas cette société de la nécessité pour autant, mais il pense que le socialisme pourrait en recevoir des valeurs en héritage. Alors, parlons de cet ajustement sociétal. Les années 1945-1975 ont connu une formidable reconfiguration des valeurs et des normes. Ce sont celles du triomphe de l'individu et de son bonheur. Les 30 glorieuses ont entraîné une évolution des mentalités, des modes de consommation, des modes de production, des comportements. Mai 68, jouir sans entrave. Avec mai 68, la culture de la séduction, jusque-là sélective et marginale, va tendre à recouvrir la société globale. Michel Clouscar évoque alors le rôle du libéralisme libertaire pour faire sauter les derniers verrous moraux et culturels au raz-de-marée capitaliste. Quelles ont été les autres évolutions structurelles? Eh bien, la mise en place d'une politique agricole productiviste qui a entraîné la disparition de la paysannerie traditionnelle et un exode rural. La construction de grands ensembles, laids, artificiels, excentrés et de médiocre qualité pour loger les victimes, souvent consentantes, de cet exode rural. La mise en œuvre d'une politique du tout automobile, dont les conséquences peuvent être perçues comme globalement néfastes, la pollution notamment. Le développement de la grande distribution qui a détruit le commerce de proximité et stérilisé les centres-villes. Les 30 glorieuses ont-elles été réellement une victoire des travailleurs? La période a été évidemment marquée par la croissance, l'augmentation du pouvoir d'achat, la protection sociale, etc. Mais le bilan environnemental, énergétique et sanitaire des décennies de forte croissance n'est pas vraiment glorieux. Sur le plan sanitaire, il y a eu par exemple plus de 75 000 morts de silicose entre 1946 et 1987. Des millions de mètres carrés de bâtiments ont été recouverts d'amiante, le produit fort de la modernité d'après-guerre. D'ici 2025, l'amiante aura fait plus de 100 000 morts. En fait, les 30 glorieuses ont-elles été une victoire programmée, déguisée et même arrangée des travailleurs? On peut se demander si les 30 glorieuses n'ont pas été une étape préparatoire au mondialisme. Ces 30 glorieuses sont marquées par la multiplication des instances de coopération économique au niveau international. Parmi celles-ci, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation internationale du travail, l'UNESCO, etc. De plus, un début d'intégration économique va se construire en Europe à travers la communauté économique européenne. Ensuite, on assiste pendant cette période à une subordination croissante à la finance privée. Dans cette dynamique, en France, il faut signaler la loi Pompidou du 3 janvier 1973. Cette loi a bouleversé l'organisation de la finance et ses rapports avec l'État, garant, a priori, de l'intérêt général. En effet, la dite loi, directement inspirée du système américain de la Réserve fédérale, interdit à la Banque centrale de faire des avances au Trésor. En d'autres termes, cette loi interdit à la Banque centrale de prêter à l'État de l'argent à taux zéro ou à un taux équivalent à celui qui prévaut lorsque la Banque centrale prête de l'argent aux banques. Cette loi instaure une rente, une dîme au profit de la finance privée. L'arme de la dette qui a été employée
hein, on l'a vu, contre le tiers-monde, eh bien cette arme va être aussi utilisée au niveau des pays développés. Pour la finance internationale et ses vallées, la dette est au centre du système d'exploitation et son rôle est double. La dette permet l'extraction de la rente par le biais de l'intérêt, une dîme en fait. La dette est un moyen de contrainte pour imposer les politiques néolibérales de réduction de la dépense publique, de casse des services publics, de privatisation des rentes, les autoroutes par exemple, de toute activité qui peut générer des profits, la santé, l'enseignement, la formation, etc. En conclusion de cette intervention, je dirais que le nationalisme clientéliste au sud et le fordisme au nord ont façonné les structures économiques, politiques et sociales de la planète pour faciliter le passage au néolibéralisme préparé de longue date. On se référera, on fera référence au colloque Walter Lippmann qui s'était déroulé à Paris en 1938 et qui préparait déjà cette phase néolibérale. La question est la suivante. S'agirait-il d'un projet secret, généralement répréhensible, concerté entre plusieurs personnes, mené en commun secrètement? Voilà, c'est terminé.